Deuxième session pitch R&D. Donc nous aurons 3 interventions. Et la première sera faite par Alexis Homs du CHU de Nîmes sur les troubles musculo-squelettiques des soignants. Merci Alexis. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Donc, je suis Alexis Homs, étudiant en thèse de sciences au Roux Digital Action Motion, excusez-moi. Et du coup, médecin surtout en médecine physique et réadaptation au CHU de Nîmes. Donc, l'idée c'était de vous présenter un peu une idée d'application de ces évaluations ergonomiques dans le contexte du soin. Donc, je vais passer très vite sur cette définition des troubles musculo-squelettiques qui est extrêmement large, puisque on parle beaucoup de structure organique, et en fait, je vais essayer de vous donner 2-3 notions cliniques pour vous expliquer qu'en fait, l'expression de la douleur, parce que les troubles musculo-squelettiques, c'est peut-être des lésions articulaires, musculaires, etc., mais c'est aussi et surtout exprimé sous la forme d'une douleur. L'expression de la douleur est un petit peu plus complexe que ça. En tout cas, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il n'y a pas de réglementation spécifique relative à la prévention du TMS et qu'on se sert d'obligations générales dans le cadre du Code du travail qui reste assez vague, et on aimerait avoir un peu plus de précision dans l'évaluation des charges des postes de travail notamment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le domaine du soin, les troubles musculo-squelettiques ont un impact assez énorme. Donc ça représente, selon les sources de l'assurance maladie relativement récentes, 20% des accidents du travail dans le secteur du soin, et notamment liés à des problèmes de dos, et une part énorme des troubles musculo-squelettiques sont dans les maladies professionnelles, puisqu'on sait que notamment les irradiations radiculaires dans les membres inférieurs et les pathologies d'épaule ainsi que de mains rentrent dans le cadre du tableau des maladies professionnelles, donc reconnues comme remboursées à 100% par la sécurité sociale, et ça a donc un impact aussi économique sur le système de soins assez important. Ça représente aussi pour les entreprises de soins, même si le terme n'est pas très bien trouvé, 160 millions d'euros de coûts annuels et 2,3 millions de journées de travail perdues. Alors je reviendrai un peu plus tard. Ça induit une ZBO justement assez importante dans les services, puisque quand il y a des personnes qui sont arrêtées, il y a une désorganisation des équipes de soins avec des charges de travail qui sont reportées sur les personnes qui sont là, et donc évidemment on va dépasser un certain niveau de charge, et finalement on a des services où il y a carrément des cercles vicieux et puis des arrêts de travail à la chaîne induits par ces troubles musculo-squelettiques. Ici c'est un petit zoom sur les EHPAD, puisque qui dit EHPAD dit personnes fortement dépendantes, et donc des nécessités de manutention plus importantes pour les soignants. 94% donc des maladies professionnelles dans les EHPAD sont liées à des troubles musculo-squelettiques. 25% des accidents de travail, ça représente donc 660 000 journées de travail perdues, donc 3100 équivalents temps plein, c'est quand même pas négligeable. Peut-être une partie au moins serait quand même évitable, on peut le penser. La deuxième chose, outre la désorganisation de la structure des soins et des équipes de soins, c'est aussi la baisse de la qualité de vie au travail. Donc ça c'est un effet un peu plus qualitatif, mais qui fait qu'on a aussi une perte de sens des fois dans ce qui se passe dans les équipes de soins. Alors quels sont les troubles musculo-squelettiques des soignants? Ils sont très variés, et surtout il y a quand même une forte prédominance liée au tronc, à la fois les cervicales et les lombaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites variations selon les professions. Donc ici c'est une méta-analyse qui montrait que par exemple les chirurgiens, dentistes aussi étaient un peu plus à risque au niveau de la région cervicale. Les infirmières, ce sont des choses plutôt globales, mais qui touchent les membres supérieurs et beaucoup le bas du dos, effectivement. Donc la prévalence des lombalgies qui est quasiment, vous le voyez, c'est le carré en haut à droite, supérieur à 50% dans les soignants, toutes professions, on va dire, confondues pour celles qui avaient été étudiées dans cette étude. Alors, ok, les régions, les articulations, les tendons, voilà, mais non, en fait, ce qui compte, encore une fois, je vous le dis, c'est la douleur, d'accord, ce que ressentent les personnes. Et cette petite carte mentale, elle me fait toujours marrer, c'est d'essayer de voir quels sont les facteurs qui peuvent influer sur la douleur. Et ça risque d'être des freins dans notre collaboration avec la science fondamentale, c'est que la douleur, elle peut être influencée par un certain nombre d'éléments qui ne sont pas tous liés à des aspects mécaniques ou à des aspects biologiques. Donc ici, par exemple,
C'était des experts dans le domaine de la lombalgie qui ont essayé de plancher ensemble sur quelles sont les différentes catégories d'éléments qui sont en lien avec la douleur dans la lombalgie. Et bon, bien évidemment, il y a des éléments plus anatomiques comme orange, c'est-à-dire les lésions tissulaires, le nombre de discopathies dégénératives, etc. Il y a probablement des éléments en lien avec la posture, il y a pas mal d'études qui le montrent quand même malgré tout. Mais il y a aussi, en bleu, des éléments psychologiques, des éléments liés au mode de vie, au parcours de soins. Voilà, ça nous intéresse un peu moins pour les troubles musculo-squelettiques dans le contexte du travail. Mais donc, on voit bien que la part de la charge professionnelle est aussi importante. Et donc, derrière un trouble musculo-squelettique, derrière un patient, il y a à chaque fois une histoire un petit peu différente. Et le deuxième truc qui est important à savoir dans la douleur, c'est que même si on ne s'en rend pas forcément compte initialement, quand une douleur apparaît dans un contexte professionnel, on va d'abord essayer de passer par-dessus, on met en place très vite, dans la phase aiguë, compte à rebours. Et la douleur aiguë initiale, qui est finalement quelque chose de très localisé, qui entraîne des mécanismes adaptatifs, notamment d'inhibition, c'est-à-dire très vite il va y avoir une sorte de désactivation musculaire qui va se mettre en route, mais finalement sur des zones de la peau très localisées, va très vite, lorsqu'elle a tendance à se chroniciser sous l'effet des contraintes répétitives, perdre de sa précision. Et elle va venir se diffuser, elle va venir entraîner des mécanismes qui sont beaucoup moins adaptatifs. C'est-à-dire c'est plus je mets la main sur une plaque chauffante, je retire la main, et ça c'est un mécanisme de douleur aiguë adaptatif. Quand la douleur devient chronique, on a très fréquemment ce genre de sensation douloureuse, c'est-à-dire un patient qui se plaint de douleurs qui irradient dans tout le corps, qui ne sont plus précisées à une certaine zone anatomique. Et finalement, quand on laisse s'installer une douleur trop longtemps, on a le risque d'avoir beaucoup plus de difficultés à rembobiner la cassette. Et finalement, je pense que ce qui marche bien, c'est la prévention, ce qui donne quand même du sens à cette journée, et l'action assez rapide, et donc la détection assez rapide. C'est là qu'on rentre dans le problème de la filière de soins, c'est que pour avoir des examens, pour avoir accès à un médecin du travail, pour avoir accès à des diagnostics appropriés, ça prend malheureusement un petit peu trop de temps. Pour le modèle, en tout cas autour des TMS, on sait bien qu'il y a probablement des sollicitations biomécaniques qui entrent en jeu, mais encore une fois, de cette complexité de la douleur, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux, du stress, etc. etc. Alors pour les sollicitations biomécaniques, c'est vrai qu'il existe différentes ABAC, c'est quand même très très général. Alors là, par exemple, c'est quelque chose qui a été proposé par l'INRS sur des cotations mais qui sont très qualitatives finalement, même s'il y a une idée qu'il faut quantifier un peu la charge. Alors ici, c'est les efforts physiques, là, le dimensionnement de l'espace de travail, là, les caractéristiques temporelles, la répétitivité d'une charge, ok. Mais finalement, ce sont quand même des éléments qui sont peu quantifiés. Et je rajouterais que dans le domaine du soin, la problématique, c'est qu'en plus, on interagit avec une personne en face, non pas avec une charge qui est immobile. Et donc, suivant les services, la sollicitation va être variable en fonction du temps, elle va être variable aussi en fonction des patients qui sont présents dans les lits. Et donc, ça, c'est difficile à prendre en compte dans ces ABAC-là. Alors ça, c'était pour la part un petit peu de présentation. Alors qu'est-ce qui est possible de proposer comme intervention pour réduire ça? D'abord, c'est une méta-analyse que je vous ai mis parce que c'est assez global. Finalement, on se rend compte que ce qui semblerait fonctionner donc, pour réduire les TMS dans les travailleurs du soin, ce serait l'utilisation de machines extérieures. Donc ça peut être une intervention autorisée extérieure, mais le problème c'est que j'ai regardé des études un petit peu en détail, on est quand même sur des choses qui sont assez biaisées, parce que les contrôles ne sont pas de très grande qualité. Et puis dès qu'on s'intéresse à des choses un peu plus soft, éducationnelles, alors oui, mais surtout c'est tout ce qui est physique, comportemental, qui est vraiment un peu plus robuste au niveau de la force de la preuve. Les tailles d'effet sont assez faibles parce que les interventions sont assez hétérogènes. Et puis peu individualisé souvent. C'est ce qui manque souvent, c'est ce côté des études qui testent des choses assez générales finalement, avec des têtes d'effet du coup faibles, et de l'autre côté, des interventions qui sont présentées un peu comme miraculeuses parce que technologiques, mais qui ne sont pas forcément testées de façon très, très propre. Alors quelles peuvent être les idées qu'on peut utiliser dans le futur?
c'est finalement, comme le disait mon interlocuteur précédent, utiliser de l'analyse du mouvement auprès du poste de soins pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et là, justement, c'est la référence à une question qui a été posée juste avant. Alors, c'est une étude que j'ai retrouvée et qui est assez récente finalement, qui essayait d'étudier les postes de sage-femme et les différentes tâches qu'elles ont à accomplir durant la journée, avec une méthode d'évaluation des efforts physiques et des forces qui est quand même assez, à mon avis, discutable. Voilà, mais en tout cas, c'est une proposition, peut-être qu'on pourrait faire mieux nous derrière. Mais cette méthode-là, en tout cas, qui permettait de diviser en gros les tâches d'une sage-femme pendant la journée avec le temps pendant lequel ça dure, la charge de travail associée, et finalement donc, on voit qu'il y a des tâches qui sont tout à fait bénignes, comme faire une admission d'un patient dans un service, et puis de l'autre côté, faire la libération du placenta, transférer une patiente jusque dans la salle d'accouchement, et puis d'autres tâches, donc je passe, mais globalement, l'idée c'est qu'ils ont quand même réussi à mettre en évidence des liens. Ils ont étudié quand même 90 sages-femmes sur cette étude-là, à mettre en évidence certaines contraintes avec les TMS dans les 12 mois précédents. Ils ont aussi évoqué potentiellement des éléments environnementaux qu'on pouvait adapter, mais il y a quand même des tâches inévitables, et notamment c'était l'apprentissage de l'allaitement aux jeunes mamans, qui était particulièrement contraignant, notamment en termes de temps de maintien de posture inappropriée. Donc là encore, des potentiels biomarqueurs qui peuvent émerger, qu'on pourrait étudier dans d'autres contextes de soins aussi. Une étude quand même qui était très intéressante, mais exploratoire, je pense. L'autre facteur dont je voulais parler, avant que je me fasse éteindre par la coche, c'est l'activité physique sur le lieu de travail. Parce que finalement, nous, on pense avec nos patients douloureux, pas forcément de troubles musculo-squelettiques, qu'une implication dans l'activité physique progressive et accompagnée par des soignants, dans un premier temps, est un des meilleurs traitements qu'il existe pour accompagner les patients douloureux chroniques. Donc là, on est dans le contexte de la prévention plutôt, et c'est assez intéressant, c'est l'idée de dire qu'ils ont essayé de diviser, parce que voilà, la première réponse qu'un patient me donne quand je lui dis est-ce que vous faites de l'activité physique? Oui, au travail, je fais de l'activité physique. Bon, une fois qu'il nous a dit ça, si elle travaille un petit peu physique, c'est vrai qu'on a parfois du mal à répondre, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de diviser l'activité physique occupationnelle, donc occupationnelle, c'est au travail, bien sûr, et temps de loisir, voilà, l'activité physique, loisir, souhaité, réel, volontaire. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une relation inverse entre les deux, c'est-à-dire que les groupes d'infirmières qui étaient exposés à des charges de travail assez importantes, mais peu d'activité physique de loisirs, étaient à plus grand risque d'arrêt de travail et d'état de santé perçu comme mauvais, tandis que le groupe qui était avec une charge de travail haute ou basse, mais avec une activité physique importante de loisirs, était plutôt protégé de ce point de vue. Et ça a probablement un impact sur le sommeil, sur la fatigue, sur le niveau de motivation, etc. Alors, il y a des hypothèses un petit peu plus biologiques que je vais passer aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a probablement un impact global sur la santé qui peut être intéressant de creuser, avec probablement des facteurs qui expliquent aussi que certaines personnes aient du mal à faire de l'activité physique, c'est le travail posté, le travail de nuit, être aussi un soignant pour un proche pendant son temps personnel, et puis d'avoir d'autres pathologies, d'autres comorbidités, comme on dit dans notre jargon. Mais ce paradoxe-là, ça a été décrit comme le paradoxe boucle d'or, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon niveau d'activité, y compris au travail, pour essayer de solliciter les systèmes cardiovasculaires, physiques, et aussi la motivation, parce que ce que je vous ai présenté pour des infirmières sur l'étude précédente, ça existe aussi dans la vraie vie. Ici, ça a été étudié en dehors du soin chez des travailleurs danois, et on a retrouvé exactement le même type de relation entre l'activité physique induite par le travail et celle réalisée en loisir. Désolé, je suis le premier qui ne respecte pas la règle. Mais globalement, l'idée c'est qu'on a envie, si on prend l'exemple, par exemple, des aides-soignantes, des ASH qu'on appelle nous, qui nettoient les services,
si on regarde vraiment leur activité, on se rend compte qu'elles passent d'énormes moments d'activité de faible intensité métabolique, donc qui cause de la fatigue, mais qui n'a aucun effet bénéfique pour la santé cardiovasculaire et physique en général. Et donc l'idée, ce serait, de ces auteurs, je pense qu'il est intéressant à creuser, c'est de voir comment on pourrait arranger les différentes tâches d'un employé dans un système, dans un service de soins, pour lui permettre à la fois de varier les intensités et les fréquences au cours du temps, et d'avoir à la fois des périodes de stimulation métabolique qui peuvent avoir un impact positif sur la santé, et aussi des périodes de repos relatifs qui permettent aussi de fractionner le travail induit qui est nécessaire et indispensable bien sûr dans les services. Donc l'idée c'est que le travail ne doit pas juste avoir un impact négatif, mais peut-être pourrait aussi viser à avoir un impact positif sur la santé des gens, puisqu'ils n'ont pas tous le temps de faire de l'activité physique en dehors. Qu'est-ce qu'on peut creuser aussi derrière, pour terminer cette diapo promis, c'est l'état cognitif, parce qu'il n'y a pas que la fatigue physique, il y a aussi la fatigue mentale, la charge de concentration qui est nécessaire pour certains soins très techniques, et donc les embarqués qui étudient la fonction cérébrale seraient très intéressants là-dessus. Et je pense, voilà, on en discutera encore, mais la notion pour un soignant dans sa journée d'avoir un cockpit, un feedback qui lui donne un peu des informations sur son état de santé métabolique et cardiovasculaire au cours de la journée, ce sont des idées qui seraient super intéressantes pour des personnes qui sont censées être intéressées par la santé. D'avoir des retours sur son propre état de santé, ce serait quelque chose de pertinent. Accompagner et prévenir au mieux, je pense, ces troubles musculo-squelettiques. Je vous remercie. Merci Alexis, et pour l'interactivité de ton discours qui a répondu aux questions qui étaient posées, et pour être sorti de la ZBO en introduisant la ZBE. Donc c'est parfait. Y a-t-il des questions? Ouais, je te tutoie, ça te va? Et tu pourras me tutoyer au retour. Tu parlais qu'il n'y avait pas beaucoup de réglementation au niveau du code du travail, je suis d'accord. Par contre, on peut s'appuyer sur le tableau des maladies professionnelles, c'est le numéro 57, qui donne tous les TMS et qui indique un peu la cause de survenue du TMS. Donc si on le prend à l'envers, on peut faire de la prévention en disant pour éviter ça, il faut agir sur les sollicitations qui vont provoquer ce TMS. Oui, alors on parle entre initiés, mais un tableau de maladies professionnelles, je pense que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais c'est quand même très restrictif, quoi. Il y a vraiment une liste de métiers qui peuvent donner accès à ce tableau-là, une liste, une durée minimale d'exposition, effectivement, comme tu le dis. Et donc, c'est vrai que par miroir, on peut essayer de s'inspirer de ça. Ça reste des éléments qui sont généraux. Enfin, précis dans un certain sens, mais généraux, parce qu'ils ne sont pas applicables forcément à un poste X ou Y, mais ça reste effectivement des choses sur lesquelles on peut se baser. Parfait. Merci beaucoup de nouveau Alexis. J'en profite au passage pour remercier Jean-Clément Guisano qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a fortement contribué au programme et à l'établissement de suivi presque logique des différentes présentations. Un bonjour d'Alès vers Paris, où il fait hélas le même temps.